Bonjour, aujourd'hui nous allons poursuivre notre cours sur les conducteurs électriques en équilibre électrostatique. Je rappelle que nous avons donné la définition d'un conducteur. C'est un matériau qui présente un grand nombre de charges euh, libres qui peuvent se déplacer sous l'effet d'un champ, même si le champ est très faible. Nous avons donné les propriétés d'un conducteur en équilibre électrostatique. Un conducteur en équilibre électrostatique est caractérisé par les propriétés suivantes. Le champ à l'intérieur est égal à zéro. Le potentiel est constant en tout point du conducteur et la densité volumique de charge est égale à zéro. Ce qui veut dire que si le conducteur est chargé, la charge sera répartie sur la surface externe. Les mêmes propriétés sont vérifiées aussi lorsque le conducteur est creux, c'est-à-dire dans la cavité, on a aussi les mêmes propriétés, E égale à zéro, V égale à constante, ρ est égal à zéro, mais ceci à condition que la cavité soit vide de charge, ne contient pas de charge. Et on retrouve aussi, et si le conducteur creux est chargé, la charge est répartie sur la surface externe. Il n'y aura pas de charge sur la paroi de la cavité. Même propriété si le conducteur présente une ouverture qui relie la cavité à l'extérieur. Au niveau de l'ouverture, le champ est égal à zéro, le potentiel est une constante et ρ est égal à zéro. Bien, nous allons enchaîner par le paragraphe suivant. Nous allons étudier le phénomène d'influence électrostatique. Je pense que c'est le paragraphe 5. Influence électrostatique. Pour cela, on va considérer d'abord un conducteur chargé, A, et un conducteur neutre, B. Les deux conducteurs sont très éloignés au départ. Donc le conducteur A est en équilibre, il va porter une charge que je suppose par exemple positive. Il sera réparti sur sa surface. Et le conducteur B est neutre, donc il n'y aura pas de charge. Les deux conducteurs sont en équilibre, donc puisque les deux conducteurs sont en équilibre, ça veut dire qu'ils vérifient les propriétés d'un conducteur en équilibre, à savoir, on va voir le champ à l'intérieur E est égal à 0, EA égale à 0, VA égale à constante, et ρA égale à 0. Et même chose pour le conducteur B, EB égale à 0, VB égale à une autre constante, et ρB égale à 0. Alors, qu'est-ce qui va se passer si on approche A de B? Si on approche le conducteur A du conducteur B, ou inversement. Eh bien, vous savez que le conducteur A étant un conducteur chargé, il va créer un champ en tout point de l'espace et par conséquent, il va y avoir des lignes de champ qui partent des charges positives dans toutes les directions de l'espace. Et lorsque j'approche A de B, il va y avoir un certain nombre de lignes de champ qui vont partir de A et qui seront interceptées par le conducteur B. Et s'ils sont interceptés par le conducteur B, et sachant
qu'une ligne de champ part d'une charge positive ou de l'infini pour arriver sur une charge négative ou à l'infini, ben ceci, ça nécessite que les lignes de champ qui seront interceptées par le conducteur B vont arriver sur des charges négatives. Et donc, sous l'effet du champ électrique créé à l'extérieur par la charge A, par la charge QA du conducteur A, eh bien, les charges négatives des électrons vont être attirés vers les charges positives et ils vont s'accumuler du côté du conducteur A et ils vont laisser derrière des charges positives. Parce qu'initialement, on n'avait pas de charge parce qu'il y avait autant de charges positives que de charges négatives et les charges, ils avaient le même barycentre, le même centre de gravité. Par conséquent, il n'y avait pas de séparation de charges. Mais sous l'effet du champ électrique créé par les charges positives du conducteur A, le champ électrique va faire en sorte que les électrons vont se déplacer du côté du conducteur A et ils vont laisser derrière des charges positives. Cette nouvelle répartition de charges, il va se poursuivre jusqu'au moment où le champ créé par les charges positives et négatives à l'intérieur du conducteur vont compenser le champ créé par les charges EA de façon à retrouver l'équilibre du champ B. Donc, vous va avoir une nouvelle répartition et cette nouvelle répartition va faire en sorte que le conducteur B va retrouver l'équilibre, un autre état d'équilibre dans lequel le champ E total à l'intérieur, qui est la superposition du champ E créé par les charges positives de QA, et la nouvelle répartition de charges sur QB, eh bien, il faut que la résultante soit égale à 0. On aboutit ainsi à un nouvel état d'équilibre. Ce phénomène-là, c'est ce qu'on appelle le phénomène d'influence électrostatique. Donc, si on approche A de B, les charges positives du conducteur A attirent les charges négatives du conducteur B qui s'accumulent du côté de A, laissant derrière les charges positives. La répartition de charges se fait de façon à créer un champ qui annule celui créé par les charges QA et retrouver l'équilibre. C'est le phénomène d'influence électrostatique. On dit que
le conducteur B est influencé par les charges QA du conducteur A. Bien. Sous l'effet de la nouvelle répartition de charges sur le conducteur B, à l'extérieur, on va avoir un champ créé par le conducteur B. Ce champ va faire en sorte que les charges négatives sur B vont attirer vers elles les charges positives de A. Donc, on va avoir une accumulation de charges, des charges positives du côté du conducteur B. Donc la répartition de charges sur le conducteur A changé aussi sous l'effet du champ produit par la nouvelle répartition de B. La nouvelle répartition de charges sur B crée un champ externe qui modifie la répartition de charges sur le conducteur A. Donc A est influencé par B. Donc en résumé, d'abord, au départ, j'ai le conducteur A qui a influencé le conducteur B, entraînant une modification de sa répartition de charge. Et le conducteur B, après cette modification de répartition de charge, influence à son tour le conducteur A. Donc A influence B et B influence A. On dit qu'on a une influence mutuelle. A influence B et B influence A. Donc on a une influence mutuelle. Ça, c'est la première remarque. Alors, deuxième remarque, nous avons vu que les lignes de champ issues de A, les lignes de champ issues de A, n'arrivent pas toutes sur le conducteur B. L'influence
est donc partiel. Donc lorsqu'un conducteur agit sur un autre conducteur en modifiant sa répartition de charge, on dit que ce conducteur est un influençant et le conducteur qui a vu sa charge modifiée, ou plutôt sa distribution de charge modifiée, est le conducteur influencé. Le conducteur influencé, à son tour, va agir sur l'influençant pour modifier sa répartition de charge. Donc, on a une influence mutuelle. Et puisqu'il y a des lignes de champ qui n'arrivent pas du premier conducteur sur le deuxième conducteur, alors dans ce cas, on dit que l'influence est partielle. Bien, paragraphe suivant, le théorème des éléments correspondants. Théorème des éléments correspondants. Je vais considérer les deux conducteurs A et B que j'ai représentés tout à l'heure avec le conducteur A chargé positivement. Les charges se trouvent bien sûr en surface. Et le conducteur B qui était neutre. Et donc du côté du conducteur A, vous avez les charges négatives et vous avez les lignes de champ qui partent de A vers B. Donc je me contente de cette partie du schéma, le reste ne m'intéresse pas. Et je vais considérer un tube de champ qui est un ensemble de lignes de champ qui s'appuient sur un contour fermé. Un tube de champ va limiter sur le premier conducteur une première surface et sur le deuxième conducteur une deuxième surface. La première surface, je l'appelle DSA, je la prends élémentaire, et la deuxième surface, je l'appelle DSB, qui est aussi une surface élémentaire. Soit un tube de champ le tube de champ, nous l'avons déjà défini, soit un tube de champ partant de A vers B et délimitant les surfaces DSA et DSB respectivement sur les conducteurs A et B. Eh bien, DSA et DSB sont appelés éléments correspondants, puisqu'ils sont délimités par le même tube de champ. DSA et DSB sont appelés éléments correspondants. La question à laquelle on va essayer de répondre, c'est quelle est la relation qui va exister entre les charges dQA et dQB portées respectivement par ces deux éléments correspondants, soit dQA et dQB, les charges
portées respectivement par ces deux éléments correspondants. Essayons de trouver une relation entre ces deux charges. Pour montrer cette relation, nous allons utiliser le fameux théorème de Gauss en prenant comme surface fermée la surface du tube plus, qui n'est pas parce qu'il n'est pas fermé, plus deux surfaces qui vont fermer ce tube et qui s'étendent à l'intérieur des deux conducteurs. Je vais tracer donc en rouge cette surface-là, ce sera la surface du tube. Et puis, là, je vais avoir une certaine surface quelconque, et là, une autre surface quelconque, de façon à constituer une surface fermée. Cette surface, je l'appelle ST. Le DST, comme vous le savez, il est normal, c'est la surface du tube, DST. Et puis une surface que j'appelle S1, et là une surface que j'appelle S2. Soit la surface fermée, S, égale à la surface du tube, plus S1 et plus S2. Vous voyez sur la figure, ST c'est la surface du tube, S1 et S2 sont deux surfaces qui sont à l'intérieur, respectivement du conducteur A et du conducteur B. L'ensemble constitue une surface fermée. L'application du théorème de Gauss va me permettre d'écrire flux à travers la surface fermée S du champ E égale QI sur epsilon 0. Je développe l'intégrale. L'intégrale sur S, c'est l'intégrale sur ST, plus l'intégrale sur S1, plus l'intégrale sur S2. C'est le théorème de Schall, ST de E dST plus E1 dans le premier conducteur ds1 et plus le flux de E2 dans le deuxième conducteur, alors ds2 sur s2 égale à qi sur epsilon 0. Première intégrale, elle est égale à 0. Pourquoi? Eh bien parce que E, il est tangent au tube de champ, alors que dst est normal au tube de champ. Donc E et ds sont perpendiculaires. Donc leur produit scalaire est égal à 0. Pour la deuxième intégrale, c'est aussi égal à 0. Pourquoi? Parce que E1 est égal à 0. On est à l'intérieur
du premier conducteur en équilibre. Donc le champ E1 est égal à 0. Et la troisième intégrale est aussi nulle pour la même raison, E2, le champ à l'intérieur du deuxième conducteur est égal à 0. Égal à QI. Alors, quelles sont les charges à l'intérieur de la surface de Gauss? Bon, les charges à l'intérieur de la surface de Gauss, comme on peut le voir clairement, ce sont les charges qui sont situées ici. C'est la charge dQA située sur DSA et la charge dQB située sur DSB. dQA plus dQB sur epsilon 0. Ceci est égal à 0, ce qui implique que dQA est égal à moins dQB, et c'est ça le théorème des éléments correspondants. C'est ça le théorème des éléments correspondants. Donc le théorème des éléments correspondants va s'énoncer de la façon suivante. Les charges portées par deux éléments correspondants limités par le même tube de champ sont de signes opposés et de même valeur absolue. Ils portent les mêmes charges, mais avec des signes opposés. C'est ça le théorème des éléments correspondants. Alors, je reviens à l'influence partielle que j'ai définie tout à l'heure en voyant le cas suivant. Si vous avez un conducteur A chargé positivement et le conducteur B qui était initialement neutre et sous influence, je vais avoir accumulation de charges négatives de ce côté-là et derrière, je vais avoir les charges positives. Ça, c'est ce que nous avons vu tout à l'heure. Si on relie le conducteur B au sol, le sol, comme je l'ai déjà dit, c'est un conducteur énorme, c'est un réservoir de charge, il est très grand. Donc lorsqu'on va lui relier n'importe quel conducteur, eh bien ce conducteur va avoir les propriétés de la Terre. Et comme le potentiel est défini à une constante près, eh bien on prend le potentiel du sol comme étant l'origine des potentiels. Lorsque n'importe quel conducteur est relié au sol, son potentiel s'annule. Donc si on relie B au sol, son potentiel devient celui de la Terre, c'est-à-dire que V de B il devient égal à 0. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'on relie
par un fil conducteur, le conducteur B au sol, eh bien les électrons, les charges négatives du sol vont monter pour compenser les charges positives qui étaient là. Ce qui veut dire que finalement, les charges vont se neutraliser par les charges en provenance du sol et ici, j'aurai plus de charge. Tout se passe comme si les charges positives se sont écoulées dans le sol. Il reste uniquement les charges négatives qui sont attirées par les charges positives du conducteur B. Les charges positives de B seront neutralisées par les charges négatives en provenance du sol. Si maintenant on coupe la liaison avec le sol, si on coupe la liaison avec le sol, le conducteur B garde la charge négative. On dit qu'il est chargé par influence. On dit qu'il est chargé par influence. Donc une façon de charger un conducteur initialement neutre, eh bien c'est de l'approcher à un conducteur chargé, ensuite de le relier au sol et après de couper la liaison avec le sol. Si vous voulez le charger négativement, vous l'approchez à un conducteur déjà chargé positivement. Et si vous voulez le charger positivement, vous l'approchez à un conducteur qui est initialement chargé négativement. Bien, si le conducteur B est creux, si le conducteur B est creux, conducteur A toujours chargé positivement, le conducteur est creux, donc il présente une cavité. Dans la cavité, vous avez EC égale à 0 et V égale à constante. Par influence, là vous allez avoir les charges négatives et là les charges positives. Si on relie le conducteur au sol, bien sûr les charges positives seront neutralisées, vont s'écouler dans le sol et on va avoir uniquement les charges négatives. Ils vont s'écouler comme ça. Alors, mais ce qui est intéressant dans cette expérience, c'est que pendant tout ceci, le champ à l'intérieur
de la cavité est toujours égal à 0. C'est-à-dire que quelle que soit la charge QA, le champ EC de la cavité est toujours égal à 0. Ce qui veut dire que ce conducteur creux protège la cavité des effets électriques de l'extérieur. Le conducteur creux protège la cavité des effets électriques, c'est-à-dire du champ électrique, des effets électriques de l'extérieur. Quel que soit ce qui se passe à l'extérieur, le champ à l'intérieur de la cavité est toujours égal à 0. C'est ce qu'on appelle, c'est l'effet d'écran électrostatique. C'est l'effet d'écran électrostatique. On arrive à écranter les effets externes en utilisant un conducteur relié au sol. Et ce conducteur, comme nous l'avons déjà dit, peut présenter aussi des ouvertures. Il peut même se présenter sous forme de cage reliée au sol. C'est ce qu'on appelle la cage de Faraday qui permet de protéger l'intérieur des effets de l'extérieur. Donc application, cage de Faraday. C'est une cage métallique conductrice qui est reliée au sol pour maintenir l'équilibre. Et cette cage va garder à son intérieur toujours le champ qui est égal à 0, quel que soit ce qui se passe à l'extérieur. Ensuite, nous allons passer à l'influence totale. Après l'influence partielle, c'est quoi l'influence totale? Nous avons dit pour l'influence partielle que puisque toutes les lignes du champ issues du conducteur A n'arrivent pas sur le conducteur B, il y a une partie qui part vers l'infini, alors l'influence est partielle. Bon, de la même manière, pour que l'influence soit totale, il faut que toutes les lignes de champ partant du conducteur A arrivent sur le conducteur B. Et ceci, bien sûr, ne sera possible que si le conducteur B entoure le conducteur A. On a influence totale si toutes les lignes de champ issues de A arrivent sur B. C'est-à-dire que le conducteur B entoure le conducteur A. Donc, le conducteur B sera certainement un conducteur creux qui entoure l'autre conducteur. Le conducteur A se trouve dans la cavité
du conducteur B. C'est ça la définition de l'influence totale. On a influence totale si toutes les lignes de champ issues de A arrivent sur B. Donc si A est chargé, portant la charge QA, qu'on suppose positive, et si QB est neutre, si B est neutre, c'est-à-dire QB est égal à 0, comment seront réparties les charges au niveau du conducteur B? Eh bien, dans la cavité maintenant, j'ai plus le droit de dire que le champ est nul parce que dans la cavité, il y a des charges. Et donc, les charges sur B, par influence et par le théorème des éléments correspondants, je vais avoir sur la surface externe de B des charges négatives, de signe opposé que les charges de QA. Et à l'extérieur, ils vont laisser derrière des charges positives. Donc j'ai apparition de charges positives et négatives sur les surfaces du conducteur B. Donc, par influence, on a apparition de charges sur la surface de B intérieure et la surface de B extérieure. Ces charges sont QB intérieur et QB externe. En gardant à l'esprit que seule la répartition de charge a changé de B, mais la charge globale il reste constante. C'est-à-dire que j'ai QB, c'est égal à QB int plus QB ext égale à 0. Donc QB intérieur est égal à moins QB extérieur. Et d'après le théorème des éléments correspondants, toutes les lignes de champ qui partent de A et qui arrivent en B, si j'applique le théorème des éléments correspondants, ça veut dire que la charge QB intérieure est égale à moins la charge QA. Et d'après le théorème des éléments correspondants, on a QB intérieur qui est égal à moins QA. Ce qui implique que QB extérieur est égal à QA. Donc, dans le cas de l'influence totale, les surfaces qui sont en regard
portent des charges qui sont identiques mais de signes opposés. QB intérieur est égal à moins QA. Et à l'extérieur, je vais avoir la charge, si le conducteur B est neutre, je vais avoir la charge QA qui va réapparaître sur la surface externe du conducteur neutre B. En se basant sur ce schéma, si on relie ce conducteur B au sol, qu'est-ce qui va se passer? Bien sûr, si on relie B au sol, les charges négatives du sol vont compenser, vont neutraliser les charges externes du conducteur B. Les charges moins du sol neutralisent les charges positives de la surface externe de B. Ce qui veut dire que QB externe s'annule. Et on aura seulement, dans ce cas, les charges qui sont retenues par l'attraction des charges QA, les charges positives qui attirent les charges négatives situées sur la surface interne. Cette influence totale, c'est elle qui va nous servir de définition d'un condensateur électrique. Condensateur électrique, c'est le grand 6, il me semble, condensateur électrique. Un condensateur électrique et l'association de deux conducteurs électriques A et B en influence totale. Et l'association de deux conducteurs A et B en influence totale. A et B sont appelés armature du condensateur.
A et B sont appelées armatures du condensateur. Ils sont en influence totale, ce qui veut dire que les faces en regard vont porter les mêmes charges, mais avec des signes opposés. Donc je vais avoir QA est égal à moins QB. Et on définit la capacité d'un condensateur la capacité d'un condensateur par C égale QA, c'est-à-dire la charge de la première armature sur VA moins VB, ou bien la charge de la deuxième armature sur VB moins VA. On commence par le potentiel de l'armature dont on a pris la charge. C égale à QA sur VA moins VB, ou bien QB sur VB moins VA, parce que QA est égal à moins QB. On a l'influence totale, c'est le théorème des éléments correspondants. Le symbole électrique du condensateur, vous le connaissez. Le symbole d'un condensateur est vous avez deux barres parallèles qui représentent les deux armatures A et B, et vous avez de capacité C. En général, les deux armatures sont séparées par un isolant. Dans notre cas, c'est le vide, mais ça peut être n'importe quel isolant qu'on appelle aussi diélectrique. L'espace entre les deux armatures est un isolant qui peut être le vide ou autre chose. Et dans notre cas, nous allons en électricité 1 travailler dans le vide. L'espace entre les deux conducteurs, c'est le vide. Dans l'électricité 3, vous allez étudier le cas des diélectriques, qui sont représentés non pas par epsilon 0, mais par une constante diélectrique epsilon. Dernière chose concernant les condensateurs, c'est l'association de condensateurs lorsqu'ils sont en série ou bien en parallèle. Quelle sera leur expression? Association de condensateurs commence par l'association en série. Si on considère deux condensateurs, C1 et C2 associés en série entre A et B, et là j'ai un point que j'appelle D. Cette association est équivalente à un seul condensateur de capacité C pris entre A et B.
On aura équivalence entre ces deux schémas si VA moins VB dans le premier cas est le même que VA moins VB dans le deuxième cas. Et si la charge de l'armature A est la même que la charge de l'armature A, la charge de l'armature B est la même que la charge de l'armature B. Examinons le premier cas où nous avons deux condensateurs en série. Les armatures D constituent un même conducteur parce qu'ils sont reliés par un fil conducteur qui est initialement neutre. Donc lorsqu'on charge la charge QA sur l'armature A, par influence totale, je vais avoir ici des charges négatives de même valeur. Donc je vais avoir moins QA. Les charges négatives sont attirées par les charges positives. Et ils vont laisser derrière, c'est-à-dire sur l'armature du deuxième condensateur, ils vont laisser la même quantité de charge, parce que c'est initialement neutre, plus QA. Et je vais avoir, par influence totale, QB qui est égal à moins QA. Donc je peux écrire que VA moins VB, c'est égal à VA moins VD, plus VD moins VB. Et d'après l'expression de C qui est égale à QA sur VA moins VB, donc C1 c'est égal à QA moins, plutôt QA sur VA moins VD, et C2 c'est égal à QA sur VD moins VB. Donc VA moins VB est égal à QA sur C1 plus VD moins VB qui est égal à QA sur C2. Et si je vois l'autre partie du schéma, lorsque j'ai le condensateur équivalent, ben ceci, VA moins VB, c'est égal aussi à QA sur C. Ce qui va me permettre de déduire que lorsque deux condensateurs sont en série, alors 1 sur C équivalent est égal à 1 sur C1 plus 1 sur C2. Ça, c'est l'opposé de ce que vous connaissez pour les résistances. Pour la résistance, lorsque deux résistances sont en série, la résistance équivalente, c'est la somme des résistances. Pour les condensateurs, c'est l'inverse. Lorsque deux condensateurs sont en série, l'inverse de la capacité équivalente est égal à la somme des inverses des capacités de chaque condensateur. Si vous avez une association en parallèle, on va faire le même raisonnement. On a deux condensateurs C1 et C2 qui sont en parallèle.
Alors, borne, on applique la même différence de potentiel VA moins VB parce qu'ils sont en parallèle, C1, C2, et ça doit être équivalent à un seul condensateur C, capacité C, qui a la même différence de potentiel VA moins VB. Là, je vais avoir pour les charges, pour le premier condensateur, une charge Q1, et sur l'autre armature moins Q1. Pour le deuxième condensateur, je vais avoir une deuxième charge Q2, et sur l'autre armature moins Q2. Sur le schéma équivalent, je vais avoir QA pour la première armature et moins QA pour l'autre armature. Si j'écris la différence de potentiel VA moins VB, dans le cas des deux condensateurs, j'ai VA moins VB, je peux l'exprimer soit en fonction de C1, soit en fonction de C2. J'ai VA moins VB est égal à Q1 sur C1 et c'est aussi égal à Q2 sur C2. Et de l'autre côté, je peux écrire que VA moins VB c'est égal à QA sur C. Or, l'armature A dans le premier schéma, il porte la charge Q1 plus la charge Q2. Donc, QA, c'est égal à Q1 plus Q2. QA, c'est C multiplié par VA moins VB. Q1, c'est C1 multiplié par VA moins VB plus Q2 qui est C2 multiplié par VA moins VB. Après simplification par VA moins VB, on obtient la relation entre la capacité équivalente C est égale à C1 plus C2. Lorsque deux condensateurs sont associés en parallèle, la capacité équivalente, c'est la somme des capacités. Et ce que nous avons montré pour deux condensateurs, on peut le faire pour n'importe quel nombre. Donc, lorsque deux condensateurs sont en parallèle, plus n condensateurs sont en parallèle, la capacité équivalente, c'est la somme des capacités. Lorsque n condensateurs sont en série, l'inverse de la capacité équivalente est égale à la somme des inverses des capacités. Nous avons terminé avec ce chapitre sur les conducteurs en équilibre et nous allons entamer la prochaine fois, Inch'Allah, le chapitre qui sera réservé à l'énergie électrostatique. Je vous remercie et à la prochaine séance, Inch'Allah.